Alors, chers étudiants, chers collègues, chers présidents, chers amis, une présentation convenue est-elle la bienvenue? Dans ce genre de journée, habituellement, on termine la journée en expliquant que le progrès est là à tous les étages et que tout va bien. Et on pourrait dire, comme Aldous Huxley, que nous vivons dans le meilleur des mondes. Et c'est peut-être là un peu où ça se gâte, parce que vous savez que le livre d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, c'était une satire, et je vous invite à le relire parce qu'il a pratiquement un siècle. Et c'est très intéressant, parce que beaucoup des aspects que nous sommes en train de vivre sont très bien explicités dans ce livre. Comme nous vivons dans le meilleur du monde, justement, il me semble que c'est pertinent de se décaler un peu et de regarder les choses avec un autre regard. Alors, on a vu cette slide tout à fait au début, je reviens dessus parce que c'est une slide extraordinaire pour expliquer un changement de civilisation. En 2005, cette élection du pape, elle était pratiquement comme il y avait 1000 ans. Et en 2013, il y avait cette multiplication des iphones qui changeait absolument tout. Et ce que j'aimerais vous faire passer aujourd'hui, c'est deux choses. La première chose, c'est que ce qu'on est en train de vivre n'est absolument pas trivial. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le reporter à quelque chose qu'on a vécu dans le passé. Je pense qu'on a beaucoup de tentations de se dire bah, c'est comme ça, ou c'est comme si c'est la 4e révolution industrielle, ou c'est la même chose quand on est passé de l'ère agraire à l'ère industrielle, vous voyez, on prend très souvent cette comparaison. Et ce qu'on est en train de vivre n'a absolument aucune commune mesure avec toute l'histoire de l'humanité. Ce qu'on est en train de vivre est quelque chose qui, par sa dimension, ses implications humaines, les enjeux que ça soulève, n'a absolument aucune comparaison avec toute l'histoire de l'humanité. Alors, ces questions, elles impliquent la pleine conscience de l'homme. Et j'aime beaucoup cette phrase de Léonard de Vinci, si on aborde ce monde avec le regard d'hier, on va être au mieux réactif. J'étais à une table ronde là cet après-midi, il y avait quelqu'un qui disait oui, on réagit, on est en train de prendre conscience que Google est en train de faire ceci, que Amazon va disrupter complètement la grande distribution. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est la réaction. Moi, je vais essayer de vous emmener un peu plus loin dans la proaction, c'est-à-dire penser à l'étape suivante. Non pas l'industrie 4.0, mais l'industrie 5.0, et peut-être même l'au-delà de l'industrie. Et pourquoi pas l'au-delà de notre civilisation? Et le mot est très fort parce que, comme vous allez le voir, une civilisation, c'est tout un écosystème, justement, c'est une culture. Et ce que nous sommes invités à faire aujourd'hui, c'est un saut qui va bien au-delà de la technologie, qui est aussi un saut culturel. Et ça a à voir avec cette capacité à réimaginer notre histoire. Ce dont on a le plus besoin aujourd'hui, on le sent très bien avec tous nos étudiants, c'est du sens. Comment on construit du sens? Alors, certains sachants, comme le prix Nobel Paul-Joseph Clausen, nous invitent à considérer que nous rentrons dans une nouvelle ère, l'Anthropocène. Alors, c'est des ères qui habituellement durent des dizaines de milliers d'années. Et effectivement, cette idée, l'Anthropocène, c'est-à-dire tout simplement que l'homme est devenu maître de la planète, que l'homme est devenu le plus important facteur de transformation de la planète, il est assez facilement compréhensible, même s'il est contre-intuitif, quand vous voyez cette slide. Tout simplement qu'effectivement, on est passé en un siècle de quasiment 1 milliard à 7 milliards et bientôt 10 milliards. Donc vous comprenez l'impact que ça va avoir. Et contrairement à ce que les jeunes voudraient nous faire dire, moi je suis pour la défense des vieux, parce que je suis moi-même vieux, eh bien c'est une fantastique réussite. Cette explosion de l'humanité, c'est une fantastique réussite. C'est bien parce que nous avons fantastiquement réussi. On est un animal extraordinaire, il faut bien le dire. Et on a pris la possession.
Alors maintenant, qui sommes-nous? Que voulons-nous? Quelles sont nos finalités? C'est des vieilles questions. Mais vous voyez, c'est très différent quand vous êtes parti d'un système où vous avez très peu d'influence, où de toute façon, votre destin est déterminé par les autres animaux, par exemple, et que vous pouvez être dévoré du jour au lendemain à chaque instant, qu'à un moment donné, comme aujourd'hui, on est dans des systèmes extrêmement humains, extrêmement sophistiqués. Alors, bien sûr, on doit considérer l'évolution extraordinaire de nos sciences, de nos arts, qui après des millénaires de longue progression sont devenus aujourd'hui exponentiels. Mais on doit aussi considérer les risques existentiels que se crée notre fantastique réussite en tant qu'espèce intelligente. L'explosion de notre population, évidemment. La prolifération nucléaire, plus de 100 fois de quoi vitrifier l'ensemble de la planète. C'est inimaginable, nous avons plus de 100 fois. Alors, une fois aurait suffi, hein, franchement. Le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité. Et comme Teilhard de Chardin l'avait anticipé, mais aussi d'autres personnes comme Joël de René, la planète elle-même est devenue un gigantesque cerveau cybernétique. Quand on parle d'usine 4.0, d'industrie du futur, il faut bien se rendre compte que déjà, la planète en elle-même est devenue un organe cybernétique, dans le sens où vous avez 10 milliards, 7 milliards d'êtres humains, à peu près le double d'ordinateurs, 14 milliards, et que les machines et les humains passent leur temps à échanger d'informations et que ça constitue un gigantesque cerveau. C'est tellement vrai que dans ce contexte, on considère que nous produisons en un an plus de connaissances que dans toute l'histoire de l'humanité. Alors vous voyez pourquoi il faut être proactif. On produit chaque année plus d'informations que l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Mais ça, c'est déjà daté. Attendez, c'est daté. Parce que depuis que l'intelligence artificielle est arrivée, on arrive à faire 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus de connaissances. On est en train, par le début, tout petit début de l'utilisation de l'intelligence artificielle, on est en train de multiplier cette capacité à produire de la connaissance par 10, 100, 10 000, 1 million. Donc si vous voulez penser de manière réactive dans ce contexte, ne pas avoir une dimension proactive, ne pas avoir une dimension prospective, c'est courir derrière. C'est courir derrière, et ça veut dire qu'on n'est plus dans le peloton, on n'existe déjà même plus. D'où l'importance de voir loin, de voir très longtemps à l'avance. Sommes-nous encore au courant? Même, vous savez que parmi les chercheurs les plus avancés, qui eux-mêmes d'ailleurs investissent dans l'intelligence artificielle, comme notre ami fondateur de Tesla, il a créé un groupe en disant il faudrait militer pour arrêter l'intelligence artificielle. Parce qu'effectivement, qui va contrôler l'intelligence artificielle? On est en train de nourrir l'intelligence artificielle de toutes les données de l'histoire de l'humanité. C'est le projet de Google, puisqu'ils veulent la numériser toute la bibliothèque, toutes les bibliothèques de la planète. Pourquoi ils ont fait ça? Pas pour les humains. Ils l'ont fait pour leur intelligence artificielle, pour nourrir leur intelligence artificielle. Alors, dans ce contexte, on peut se poser la question de comment, et en France, on a une explosion de personnes dans les médias, etc., qui parlent de la fêlure, de l'implosion de notre civilisation, de l'effondrement de notre civilisation. Mais aussi, on voit bien que si on a des risques existentiels absolument extraordinaires, on a aussi une dynamique des connaissances extraordinaire. Donc, on a fait un colloque il y a 3 ans sur ce sujet, et on voit bien que tout va se jouer en fonction des scénarios, des bifurcations qu'on va prendre. Et c'est pour ça que quand on explore cette question du digital, on en arrive à une claire idée, c'est que si vous mixez à la fois les contraintes, par exemple, du climat, ou les contraintes de la biodiversité, ou les contraintes tout simplement de la planète en général, et si vous mixez ça avec le digital, eh bien vous voyez bien que, il faut qu'on arrête d'urgence le développement de cette civilisation carbonée,
Et d'un autre côté, il va falloir qu'on le fasse d'une manière complètement nouvelle, et effectivement, l'intelligence artificielle, le digital, va être un élément clé. Et vous voyez, par exemple, là, on a étudié 11 familles de scénarios qui étaient produits dans le monde entier par rapport au siècle prochain, à ce siècle-ci, en fait. Et on voit bien qu'il y a les seuls scénarios positifs, c'est les scénarios que vous avez ici. Non, ici. Ne nous trompons pas. En haut, à droite. Bon, c'est pas juste la politique. C'est juste le schéma. Et c'est une sortie par le haut, par la capacité de proaction, d'anticipation et de construction d'une nouvelle civilisation, d'une civilisation verte, qui remplace le footprint, c'est-à-dire l'écrasement de la planète, l'écrasement des ressources, par le handprint, c'est-à-dire l'amélioration constante de la planète. Est-ce qu'on a les moyens de le faire aujourd'hui? Oui, on a scientifiquement, au niveau de nos connaissances, on a de quoi faire de cette planète un véritable paradis. Il faut bien s'en rendre compte. Et en plus, dans le passé, il y a déjà eu plusieurs étapes de bifurcation. Ça, c'est la théorie des systèmes. On voit bien que tout système complexe arrive parfois à des moments de plateau comme ça, et que bien sûr, la question, c'est de passer à l'étape suivante. Mais dans ces moments de bifurcation, c'est pas gagné d'avance. Ce processus de complexification du monde, il vient de très loin, parce que déjà, si vous ramenez quelques milliards d'années avant notre ère, eh bien quelques milliards d'années avant, environ une dizaine de milliards, donc une petite période de temps, n'est-ce pas? Eh bien la planète était peuplée d'unicellulaires, et ces unicellulaires ont déjà fait société entre eux, petit à petit, créer les macromolécules, les protozoaires, les métazoaires, et petit à petit, nous. Donc les niveaux de complexité et l'évolution planétaire, elle est en marche depuis très longtemps. Simplement, il y a un phénomène d'accélération absolument extraordinaire. La lithosphère minérale évolue en milliards d'années, la biosphère vivante évolue en millions d'années, la noosphère informationnelle, elle évolue en nanosecondes. C'est-à-dire que vraiment, à chaque nanoseconde, l'ensemble de notre système de connaissances cybernétiques sur l'ensemble de la planète est en train de changer. Alors, c'est important de comprendre que quand Greta, que vous connaissez tous, qui connaît Greta? Bon, alors Greta, c'est une jeune femme, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a fait un magnifique discours à l'ONU en enjoignant l'ensemble des chefs d'État à faire quelque chose pour le climat, pour pas que l'humanité disparaisse. Et elle s'est mise en pleurs devant l'ONU. Alors, quand Greta nous exhorte à l'action et pleure devant notre immobilité, elle oublie sans doute le fait de son jeune âge que c'est toute notre civilisation qu'elle remet en cause. Des infrastructures de milliards, mais aussi une culture pluriséculaire. Ces pleurs font écho aux millions de chômeurs qui perdent espoir, aux classes moyennes qui perdent sens, aux étudiants qui refusent leur instrumentalisation par des catégories et des savoirs obsolètes. L'homme est un animal qui raconte des histoires. Ce qui nous manque le plus aujourd'hui, c'est une grande histoire optimiste, constructive, qui redonne du sens à nos vies. Et évidemment, ça a à voir avec les civilisations. Parce que chaque civilisation a sa manière de construire une grande histoire. Par exemple, interdire aux Inuits. Les Inuits, c'est des Esquimaux. Certains anthropologues ont dit que c'est la civilisation du phoque. Alors, il se trouve que les écologistes ne veulent plus que les Inuits tuent le phoque, évidemment, parce que pour la biodiversité. Mais le problème des Inuits et des Esquimaux, c'est que, comme toute leur civilisation est construite autour du phoque, c'est la nourriture, c'est l'éclairage, c'est l'habillage. Mais c'est aussi sa culture. Le chaman, il parle du phoque qui s'est incarné au début des temps, des Inuits, et puis qui, petit à petit, a apporté la lumière sur Terre. Donc, si vous voulez, quand vous interdisez brusquement aux Esquimaux d'utiliser le phoque, ben, en fait, c'est toute leur civilisation qui s'effondre. Et c'est pour ça que je vous invite à considérer, à ne pas être surpris, que nous sommes dans une période de trouble.
Parce que c'est pas un changement de technique, on en parlait dans les tables rondes. C'est pas la question de savoir mettre au point une machine, un robot et tout ça. C'est pas ça, ça c'est assez facile à faire. Ça on l'a fait toujours, l'homme est très fort pour la technique. Mais ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de changer de civilisation. C'est de changer de culture, c'est changer nos habitudes dans notre manière de communiquer entre nous. Et c'est ça qui est convoqué dans un changement de civilisation. Alors, est-ce qu'on va... Alors, en général, un changement de civilisation, vous voyez, c'est à peu près un siècle. Vous voyez, ça c'est les deux grandes... Là, l'ère industrielle. Et aujourd'hui, on se pose plein de questions. C'est des épistémés, c'est des épistémés, etc. On a une sorte d'explosion des connaissances, c'est la civilisation de la connaissance, on va dire. Mais est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va arriver à faire? On pourrait dire que c'est impossible. Alors, il y a plusieurs éléments qui nous font penser qu'on pourrait y arriver. Alors, il y a d'abord l'élément du risque lui-même. Sun Tzu, dans son livre de référence, L'Art de la guerre, je ne sais pas si vous avez... Qui connaît Sun Tzu? Voilà, je vois que ça me permet de savoir un peu aussi la manière dont sont diffusées les informations. Sun Tzu, dans son livre de référence L'Art de la guerre, explique qu'il ne faut jamais acculer un ennemi au désespoir, à la mort, à la disparition totale. Car alors son énergie est démultipliée, il est prêt à tout, et à partir de rien devient susceptible de faire des miracles, de se dépasser de manière imprévisible. Et même récemment, ça m'a vraiment passionné, la science génétique, l'épigénétique, nous dit que des espèces mises en danger de disparition, y compris des microbes, peuvent développer, actualiser brutalement des capacités génétiques endormies, se rassembler et faire face dans une unité inattendue. Donc si vous voulez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une situation très, très particulière, où on a des connaissances qui évoluent à toute vitesse, et en même temps une situation d'urgence où il va falloir changer de civilisation en l'espace de 10 ans, on pourrait se dire c'est impossible, on ne l'a jamais fait dans le passé. Mais je crois qu'on va le faire pour la bonne raison que justement on ne peut pas faire. Le risque est tellement grand, le risque c'est tout simplement notre propre disparition, que ça va créer un tel état d'alerte. On va passer dans un autre niveau de conscience. Moi-même, j'ai passé mon temps à voyager ces 5 dernières années dans le monde entier, et je peux vous dire qu'au-delà de toute forme d'idéologie, d'ailleurs, c'est plus lié à la pensée, c'est viscéral. C'est-à-dire que les êtres humains sont en train de se réveiller, ils sont en train viscéralement, ils sont en train de vivre un truc absolument inimaginable, et vous avez plein de personnes qui se mettent à agir dans un sens tout à fait nouveau. Et je reviendrai sur les caractéristiques de cette nouveauté, c'est-à-dire comment ces êtres humains qui prennent en charge le futur de la planète, qui sont à la pointe de cette dynamique, se comportent. Depuis des décennies, déjà aux confins des sciences, des arts et de la philosophie, sont inventés de nouveaux questionnements qui interrogent nos croyances les plus solides. Bon, que reste-t-il aujourd'hui des certitudes qui ont marqué le siècle précédent, comme par exemple le matérialisme, l'organisation scientifique du travail, le marxisme, le socialisme et même le libéralisme. Même la notion de progrès a été remplacée ces dernières années, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans l'urgence par la suprématie de l'innovation. Nos idéologies dans lesquelles nous avions l'habitude de nous draper comme de nobles toges de sagesse sont devenues des guenilles qui laissent apparaître les membres chétifs de nos croyances obsolètes. C'est-à-dire que c'est l'effondrement de tous nos systèmes de repères qui est en train de se jouer. Et alors évidemment, il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est quelqu'un qui se retrouve face à la guerre, face à une période de l'histoire les plus troublées, la dernière guerre mondiale. Antonio Gramsci qui écrit « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. L'indifférence et l'oubli, le parasitisme, la lâcheté non la vie. C'est pourquoi je hais les indifférents. Je suis pessimiste par l'intelligence, mais optimiste par la volonté. » Et là, je crois que vous avez la dernière phrase dit tout, c'est-à-dire qu'il faut bien voir
qu'aujourd'hui, c'est important de ne pas être dans le déni. Nous sommes en face d'enjeux extraordinairement importants. Mais il faut, méthodologiquement, être constructif. Encore une fois, nous avons comme je l'ai déjà dit, 100 fois de quoi détruire la planète. Mais nous avons tous les éléments pour la transformer. Alors, les écosystèmes innovants. Les écosystèmes innovants, on pourrait se dire, c'est la dernière mode. C'est pas simplement une mode, c'est aussi toute une nouvelle manière de vivre. Pour la première fois dans l'humanité, toutes les nations assemblées, l'ONU, ont posé, après de longs débats populaires, justement dans des tas d'écosystèmes innovants, ils ont posé 17 objectifs pour un avenir souhaitable pour l'humanité qui structure déjà beaucoup de débats diplomatiques. Ça, c'est un immense espoir, parce que si vous voulez le fait, quand vous avez quelqu'un de déprimé, la première chose que vous pouvez lui donner, c'est l'aider à refixer des objectifs ambitieux. Parce que ça va le faire repartir dans cette dynamique. Et le fait que l'humanité ait posé, en tout cas intentionnellement, ces 17 objectifs du développement durable, c'est absolument capital. Je serais beaucoup plus anxieux si ça n'avait pas été fait. Et ce n'est pas, du top-down, c'est du bottom-up, c'est-à-dire que c'est parti de pratiquement 20 ans de débat dans tous les pays, et petit à petit, ces 17 objectifs sont remontés. Et c'est donc l'expression d'un écosystème innovant planétaire qui a permis de clarifier les intentions de l'humanité par rapport à cette planète. Et donc, je vous renvoie aux 17 objectifs du développement durable, c'est extrêmement intéressant. Nous explorons dans les écosystèmes innovants, et ça, je pense que très peu de personnes aujourd'hui mesurent ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on est passé, comme le dit très bien Bachelard, de la science du pourquoi à la science du pourquoi pas. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui, grâce aux mathématiques, grâce à la logique, poser des nouvelles axiomatiques. En fait, on crée des nouveaux mondes logiques. Et ces mondes logiques vont nous permettre de découvrir des dimensions de la réalité inexplorées. C'est-à-dire qu'on est en train de rentrer dans un monde multidimensionnel infiniment plus riche que tout ce que nous avons connu dans le passé. Et il faut dire qu'au milieu de tout ça, les valeurs sont en train d'évoluer. Je rentrerai là-dedans, mais on mesure aujourd'hui de manière très précise, parce qu'on a des tas de systèmes de mesure sur l'ensemble de la planète, de sondage, ne serait-ce que pour comprendre le besoin des consommateurs, etc. Dans l'ère industrielle, on a développé, à travers le marketing, des capacités de perception des systèmes de valeurs sur l'ensemble de la planète, et on voit bien qu'en ce moment, les systèmes de valeurs, les systèmes de représentation de chacun d'entre nous est en train d'évoluer très très vite. Alors, en quoi ça change les choses? Ça change tout en termes de culture, de management, de système, de structure. On est en train d'imaginer des systèmes proactifs, des systèmes qui élargissent de plus en plus nos questions. L'entreprise elle-même, vous pouvez le voir partout. Quand j'ai commencé moi-même dans le métier de consultant, on me disait chaque fois que j'arrivais devant un dirigeant, bon ben voilà, nous ce qui nous intéresse c'est le court terme, le rationnel, l'économie. Quelques années plus tard, déjà il me disait, ah ben oui, mais les notionnels c'est super important parce que sinon on n'arrive plus à convaincre notre consommateur. Le social, il faut qu'on fasse gaffe parce que sinon on va avoir du turn-out et nous on veut rester. Ça devenait de plus en plus lointain. Aujourd'hui, l'écologie, l'éthique et le long terme est omniprésent partout. Ça, cette slide explique bien ça, c'est-à-dire qu'on avait, par l'Organisation scientifique du travail, des gens qui étaient dans des boîtes, qui étaient des rouages d'un grand mécanisme. Hein, regardez le film de Charlie Chaplin, c'est magnifique de ce côté-là. Et là, on est beaucoup plus dans des dynamiques collaboratives, où chacun est appelé dans son génie, dans son talent. Et on voit bien, moi j'ai aucun souci par rapport au travail demain, parce que le travail demain, il y en a plus que jamais du travail à faire. Mais ce n'est pas le même qu'hier, c'est-à-dire que si vous me demandez quel sera chacun de vous votre travail demain,
il y a un siècle, je pouvais vous le dire. Vous me disiez vos diplômes, et je vous disais à peu près, grosso modo, où vous alliez être 5 ans, 10 ans, 20 ans après. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Aujourd'hui, on rentre dans un monde d'auteurs, on est un monde de créateurs, où chacun d'entre vous, vous êtes appelé à créer votre propre dynamique, votre propre chemin, dans des écosystèmes très complexes. Et ça change complètement la culture, le management, les structures et les systèmes. C'est très intéressant parce qu'en fait, on vit dans des sociétés où les ères, les civilisations se sont enchaînées. Et c'est des couches. Chasse-cueillette, c'était la tribu, c'était tout le monde autour du chef. C'était fusionnel. L'agriculture-élevage, qui dure à peu près 10 000 ans, elle a été marquée par l'émergence de gigantesques civilisations pyramidales, qui d'ailleurs sont rentrées en conflit avec les chasseurs-cueilleurs qui, eux, étaient nomades, et donc pendant à peu près 5 000 ans, vous avez une bataille sur l'ensemble de la planète entre ceux qui étaient encore nomades et puis ceux qui étaient en train de construire des civilisations, et qui appelaient les autres d'ailleurs les barbares. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce temps ancien. Et puis on a eu l'industrie commerce qui a complètement tout transformé. Il faut savoir que déjà à l'époque, en 50 ans, l'Occident, parce que c'est parti de l'Occident, a colonisé 90% des terres émergées du globe, en 50 ans. Donc vous pouvez imaginer l'impact que va avoir la prochaine vague de civilisation. À mon avis, ça va se faire en 5 ans. Ça va être à une vitesse extraordinaire. Et le passage de 0 à 100 milliards ou 1000 milliards de Google, enfin Google, une entreprise qui n'existait même pas il y a 20 ans, devient une première capitalisation de la planète en quelques années. Alors je fais que expliquer la dernière phase. La première chose, c'est que l'élément clé de la culture, c'est qu'on va vers une complexité créative. Il faut comprendre cette complexité, et l'élément clé de la création de la valeur, c'est la créativité. Il s'agit de plus en plus de générer et animer des équipes dans des cellules interactives et dans cette dimension inspirée et proactive. Il faut avoir toujours, dans ce monde, il faut toujours avoir un temps d'avance. Si vous êtes juste en réaction, par exemple, tout notre colloque aujourd'hui, beaucoup de choses dans notre colloque, c'est de se dire « Ah, voilà, il faut qu'on se réveille ». C'est la réaction. Il faut qu'on franchisse encore un cap et qu'on soit proactif, qu'on ait un temps d'avance sur l'ensemble de ce qui se passe sur la planète. Sinon, on ne peut pas trouver, nous, notre positionnement. Vous voyez bien aussi qu'en termes de stratégie, ça change tout. Et si on reprend les points clés, eh bien, il y a 3 grands vecteurs qui permettent de réussir dans ce 21e siècle. C'est la collaboration, parce qu'il faut de l'intelligence collective. Le chef tout seul qui sait tout, c'est plus possible. Mais ça change beaucoup de choses, parce que ça veut dire aussi que les collaborateurs soient au niveau, parce que sinon on fait du design thinking mais on ne produit rien, parce que les personnes n'ont pas l'information, donc ils ne peuvent pas produire du sens. C'est un peu ce que nous apprend le design thinking au bout de 10 ans d'usage intensif du design thinking, c'est-à-dire qu'il faut aussi que l'ensemble des connaissances soient partagées. Parce que sinon, on passe son temps dans le design thinking, non pas à designer des nouvelles solutions, mais des solutions d'hier. Et la singularité, c'est-à-dire la valorisation de la singularité à tous les échelles, c'est-à-dire la singularité de chacun d'entre vous. J'ai jamais lu une ligne dans l'organisation scientifique du travail. Il y a eu des centaines de bouquins écrits sur l'organisation scientifique du travail. Tout le monde se dit de la singularité de chacun. Ce qu'on voulait, c'est qu'il soit conformiste au contraire et qu'il puisse rentrer dans le bon rouage à la bonne place. Aujourd'hui, au contraire, dans les écosystèmes innovants, ce qui fait votre valeur, ce n'est pas votre diplôme. C'est même pas votre intelligence, parce que l'intelligence, tout le monde l'est dans les écosystèmes innovants. C'est votre singularité, c'est votre manière de penser de manière différente. Et presque, on pourrait dire que tout le système éducatif, il produit des mêmes, il est mimétique, il n'est pas biomimétique, il est mimétique. Or là, il va falloir produire des gens qui se décalent. C'est un changement total de la nature même de ce qu'on appelle l'éducation. Alors, est-ce qu'on doit être malheureux de ce changement de civilisation qu'on a à faire à 10 ans? Non, je ne crois pas. Parce qu'on peut aller vers une civilisation extraordinaire.
On peut faire de cette planète le paradis terrestre dont on a toujours rêvé. Et si on veut, maintenant réfléchit un peu aux possibilités, elles sont immenses. Alors, la première, par exemple, une possibilité extraordinaire par rapport à décarboner. Là, vous savez qu'un des phénomènes nouveaux, c'est les drones. Je vous invite à vraiment comprendre ce que c'est qu'un drone, mais un drone, c'est un objet volant, mais c'est avant tout un ordinateur. Et s'il vole, c'est parce qu'il y a un ordinateur qui fait que les 4 ventilateurs qui font que le drone décolle sont absolument corrélés à la microseconde près. Donc en fait, c'est un processus d'intelligence artificielle, un drone. Eh bien, les drones, par exemple, grâce aux drones, on peut planter des milliards d'arbres, y compris à des endroits où l'homme ne peut pas aller. Et ça, c'est un élément clé pour décarboner l'atmosphère. Alors, maintenant, je vais finir, je vous rassure, c'est la fin, et je vais finir sur une remarque qui pourrait être à l'eau de rose. J'y réfléchis que, compte tenu du fait que je le fais dans cette université, puis l'université catholique, et que la chose que je vais aborder a été très souvent abordée dans le cadre du catholicisme et du christianisme en général, mais aussi d'ailleurs de toutes les religions, ça pourrait être une conclusion à l'eau de rose. Mais, en fait, j'aimerais vous inviter à vraiment considérer l'aspect scientifique de ce que je vais vous dire, et pas l'aspect, le prendre au premier degré. Comment pouvons-nous croire à l'instant, face aux enjeux de la planète, que l'individualisme, le nationalisme, les sectarismes, les intégrismes, nos haines millénaires, parce que l'humanité s'est construite sur des haines millénaires avec tel sous-groupe et tout ça, puissent nous sauver dans l'apocalypse écologique, sociale et économique de l'affaire de notre chère ère carbonée. Les nuages diffus de CO2 et de microparticules qui tuent, selon l'OMS, déjà des millions de personnes de par le monde, ces nuages n'ont pas que faire des frontières. Je prends un autre exemple, l'obésité, qui est devenue de manière inattendue la première cause de mortalité devant la famille. Grand succès de l'humanité. Mais l'obésité, ça n'a pas de frontières. Aucun mur, aucune armée ne nous protégera contre les vagues annoncées de milliards de victimes de la montée des eaux, des dérèglements climatiques, sociaux et économiques. Toute forme de séparation et a fortiori de haine et centrifuge, et au sens propre et figuré diabolique. L'amour, au contraire, nous unit. Et ça, je crois que c'est important, parce que, si vous voulez, au-delà du côté à l'eau de rose, j'ai travaillé pendant 5 ans sur le futur de l'énergie pour la planète pour un institut qui est l'institut qui travaille là-dessus pour le gouvernement, l'Institut français du pétrole. Et il y a des centaines de scénarios sur le futur de la planète et la question énergétique qui est absolument stratégique. Et en fait, quand vous regardez, à la fin, vous apercevez que ce n'est pas du tout une question technique. C'est une question de savoir si on va vers une 3e guerre mondiale ou si on va vers une paix universelle. Et ça change absolument tout. Alors, par exemple, imaginez une civilisation de 10 milliards d'êtres épanouis dans leur talent, dans leur génie. Avec Mozart, avec Einstein, avec Shakespeare, avec Célia, moi des... Pardon? Qui? Marie Curie, parce qu'il faut mettre des femmes dans la liste. Donc, des hommes et des femmes dans leur génie. Imaginez 10 milliards d'êtres humains complètement révélés dans leur génie. Et ça serait extraordinaire, tous les problèmes seraient résolus. Et en plus, regardez cette sociabilité. Imaginez que vous alliez dîner chez quelqu'un et que ça soit Einstein. Enfin, ou quelqu'un d'encore plus intéressant qu'Einstein. Einstein, il était encore dans un monde très primitif, donc on peut imaginer que les futurs génies soient beaucoup plus intéressants que les passés.
Mais vous vous rendez compte le délice de ce dîner, des échanges intellectuels, etc. 10 milliards d'êtres humains révélés dans leur plein potentiel. Et c'est ça qui est en jeu. C'est ça. Nous verrions nos villes, des jardins de biodiversité idylliques. Nos villes, on peut les transformer en jardins d'Éden. La Chine est en train de construire des villes entières qui sont des forêts, qui sont construites comme des forêts. Nos habitats seraient des vastes œuvres d'art inspirantes. Chaque rencontre avec un autre serait l'occasion d'un émerveillement de tout l'être. Parce qu'avant, il faut bien dire qu'on était instrumentalisés. Donc, quand vous alliez voir votre voisin, vous vous disiez, alors, t'es où? Ah, bah, je suis dans la boîte machin, la boîte noire. Qu'est-ce que tu fais? Ah, bah, je poinçonne des tickets dans les pots. Et puis après, on prenait la bière, et puis on se beurrait la gueule, et puis voilà, c'est vrai, c'était un peu bon. Rencontrer un génie, c'est un peu plus intéressant. Bientôt, nous serions 100 milliards d'habitants distribués dans l'ensemble de notre système solaire. Parce que je ne sais pas si vous avez réfléchi, mais on est passé en un siècle de 1 milliard à 1 milliard. Est-ce que vous n'avez jamais réfléchi à un truc? C'est qu'est-ce qui va se passer dans les 1000 ans qui viennent? On va revenir à 1 milliard et puis on va rester tout ça à 1 milliard. Et puis comment on va passer de 10 milliards à 1 milliard? Et puis si on reste à 10 milliards, comment on fait? Vous voyez? Moi je pense que c'est de manière prospective, il faudrait beaucoup plus réfléchir à comment on est 100 milliards. Parce qu'on va être 100 milliards. Et ça explique la conquête spatiale, c'est évident. Il faut qu'on colonise Mars, il faut qu'on colonise toutes les planètes. C'est capital, parce que si on est 100 milliards, demain on sera 1000 milliards. Après on sera 1 milliard de milliards. Vous voyez? Alors, cette nouvelle civilisation qui est en train d'émerger, j'arrive à la conclusion. Cette nouvelle civilisation qui est en train d'émerger, je voulais dire que c'était le monde digital, c'est le titre, c'est le monde digital du numérique. Mais je ne crois pas, c'est pas la civilisation du phoque en tout cas, c'est pas non plus la civilisation du bronze, c'est pas non plus la civilisation du charbon et du pétrole, ça on a compris que c'était pas cette civilisation. Greta nous a bien expliqué qu'il fallait qu'on change. Mais c'est pas non plus la civilisation de l'hydrogène et du silicium. Cette civilisation, elle a été rêvée, écrite et annoncée par des centaines de poètes, de salles inspirées depuis la nuit des temps. Cette civilisation, elle est déjà là, immobile, pourtant dynamique, symboliquement éternelle, parce qu'en fait, cette civilisation, depuis la nuit des temps, il y a des êtres humains qui l'annoncent, il y a des êtres humains qui la vivent déjà dans le présent, parce que vous pouvez faire civilisation à 3-4. Cette civilisation, elle nous attend, déjà totalement réalisée, et pourtant en création d'instant en instant. Cette civilisation, elle a un nom universel, un nom qui nous fait rêver le matin dans la joie, nous fait explorer la Terre, marcher sur l'eau, nous envoler dans les airs, et les premières espèces vivantes de cette Terre à quitter l'atmosphère terrestre pour aller sur la Lune et sur Mars. Imaginez les premiers poissons qui montaient sur Terre. Imaginez ce qu'on on est en train de faire, c'est-à-dire de quitter l'atmosphère terrestre et d'aller dans l'espace. C'est un moment absolument extraordinaire de l'histoire de l'évolution des espèces vivantes de la planète. Ce nom nous arrache symboliquement de la gravité terrestre et de toute forme d'attachement diabolique pour nous unir symboliquement. Cette civilisation, c'est la civilisation. C'est seulement, ça ne peut être que la civilisation d'Adam. Et je vous invite à la considérer vraiment scientifiquement et pas simplement émotionnellement. Merci à vous.